précise combien il y en a qui sont dans l'euro et combien qui ne sont pas dans l'euro. Après, 16 qui sont dans l'euro, qui ont la monnaie euro. Et donc, le reste, c'est 11 qui n'ont pas la monnaie, dont la Grèce est donc partie de ces pays qui existent. D'accord. Donc, c'est pour comprendre que vous parliez de la Grèce. Elle a l'euro chez elle. Bon, alors, on continue à répondre. J'avais prévu de commencer à répondre à la question de Tanguy. Quand c'est absurde d'entendre le discours dirigeant européen dire l'euro protège contre la spéculation sur la monnaie, sur les dettes, etc., puisque c'est le système euro, le système de l'Union européenne, a mis en place ce système. Avec la libéralisation financière et avec d'autres moyens, il a créé toutes les conditions qui permettent la spéculation sur les monnaies, sur les obligations d'État, etc. Elle existait avant cette spéculation, mais elle a changé complètement en volume et en nature. Hein. Donc c'est ridicule, là c'est le cas typique du pompier pyromane. Voilà. C'est la première chose qu'il faut répondre aux gens qui te disent des choses. Alors, moi j'ajoute une dernière chose pour répondre à cette question, hein, si je reformule, quel est le rapport entre l'annonce d'un défaut de la Grèce et l'euro. Ce que Sam a aussi dit à l'instant, que je reformule, c'est que si la Grèce annonce qu'elle fait défaut, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas payer, ça veut dire qu'elle ne peut plus emprunter crédit sur les marchés. Les marchés prêtent à la Grèce ne les rembourse plus. Ils vont arrêter de prêter à la Grèce, tout simplement, puisque la Grèce ne les rembourse plus, c'est évident. Or, comment un pays peut-il faire pour financer son développement lorsque les marchés financiers ne lui prêtent plus? La seule chose qu'il peut faire, c'est dans une monnaie unique. Hein, la seule chose il peut rien faire. Hein, il peut rien faire parce que la seule chose qu'il peut faire, c'est appeler l'épargne nationale, faire des appels à l'épargne nationale. Mais le cas de la Grèce est particulier. Moi j'ai fait une étude où je montre les taux d'épargne. Hein, la Grèce est un des pays dans lequel il y a le plus faible taux d'épargne. La France est un pays où il y a énormément d'épargne, donc c'est très différent. Mais en Grèce, la seule recours qu'aurait eu le gouvernement grec s'il avait fait défaut, dans le cadre de l'euro, c'est d'emprunter auprès des résidents grecs. Il ne faut pas compter sur les résidents étrangers. Les résidents étrangers, si c'était des émissions obligataires destinées non pas au marché financier, mais à des ménages, ils réagiraient comme les investisseurs institutionnels. Ils diraient, mais pourquoi moi, Tartampion, je vais prêter à la Grèce alors que la Grèce ne rembourse plus ses créditeurs? Ça n'a aucun sens. Les Grecs pourraient le faire pour des motifs patriotiques. Hein? Si le gouvernement grec explique qu'il faut sauver le pays, verser, je ne suis pas sûr de pouvoir vous rembourser. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse d'ailleurs, parce que il faut peut-être parler de la Californie. Hein, je fais une petite incise. La Californie, c'est très intéressant de comparer la Grèce à la Californie, parce que la Californie fait partie des États les plus endettés du monde. Hein. Et savez-vous ce qu'a décidé Gobernator? Il a décidé, parce que là, ils ne peuvent plus emprunter, hein, ils sont grillés sur les marchés financiers, ils ont inventé les IOU, I-O-U, je vous dois. C'est-à-dire, c'est des petits bouts de papier qui ressemblent à des chèques, qui sont des reconnaissances de dette. Et ils payent leurs fournisseurs de l'État de Californie avec des reconnaissances de dette. C'est génial, parce qu'il n'y a pas de terme. Il n'y a pas de terme. C'est-à-dire, vous êtes un entrepreneur de travaux publics, vous avez construit des routes en Californie pour l'État, eh bien je vous paye avec une reconnaissance de dette. Il crée de la monnaie. Il crée de la monnaie. Et il dit sur le petit bout de papier, eh bien quand on aura de l'argent, on vous remboursera. Ah, mais c'est comme ça. Bon, donc les Grecs auraient pu faire ça. Mais on pourrait faire ça, donc je termine la démonstration. Je termine la démonstration. Donc dans le cadre de l'euro, le défaut n'est pas concevable. Il n'est pas concevable. Il est impossible. Ça n'est pas écrit.
Hein, il n'y a aucun texte de traité qui dit aucun pays n'a le droit de faire défaut. Non, mais dans les faits, le pays qui fait défaut n'a pas les instruments qui lui permettent de répondre au problème. C'est-à-dire la création monétaire, l'imposition faite aux banques d'acheter des titres, limitation des mouvements de capitaux, d'évaluation, etc. Alors, mais dans ce cas-là, en quoi le FMI a aidé la Grèce? Oh, alors, on dit que ça aurait été plus grave, en fait, qu'il a remplacé... Non, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement grec, évidemment, a été confronté aux tergiversations allemandes. Hein, vous avez suivi ça, vous savez combien les dirigeants allemands ont fait traîner pendant des mois et des mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette stratégie culturelle, cette vision des choses. Hein. Tout ça est très cohérent. Ils ont fait traîner. Et donc, les dirigeants grecs, Papandréou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, écoutez, maintenant, si l'Union européenne ne veut pas régler le problème, nous aider, si l'Union européenne ne veut pas nous aider, moi, je fais appel à mon pote socialiste, parce que Papandréou, c'est le président de l'Internationale socialiste. Je fais appel à mon pote Strauss-Kahn, qui est directeur général du Fonds monétaire international, et le FMI va se faire un plaisir d'aider la Grèce. Évidemment, il se ferait un plaisir, parce que là, en fait, politiquement, ce qui s'est passé, c'est une tutelle de l'Union européenne par le FMI. C'est clair. Hein. Là, il y a une évolution qui prouve la faiblesse du système, hein, ce système qui est en train de se déliter de tous les côtés. Et donc, le deal s'est fait en disant, bon, bah, écoutez, on va faire des prêts FMI et Union européenne. Et c'est ce qui s'est passé parce que Papandréou a mis en concurrence le FMI et la Grèce. Je termine là sur les 2-3 questions, mais il y en a d'autres qui rebondissent. Sur la mobilité du travail, oui, en effet, je ne l'ai pas dit, mais je pensais que ça allait de soi. La mobilité du travail, pour une politique de gauche, ne peut pas être un principe, hein, bien entendu. Bien au contraire. Dernier point, est-ce qu'une politique monétaire est nécessaire à une politique de gauche? Oui, évidemment. Et c'est un des problèmes de la gauche qui ne définit pas de politique monétaire, qui s'est installée dans l'ordre monétaire néolibéral. C'est ça le problème du PCF, du PG, du NPA. Je ne parle pas du PS. Et oui, une politique monétaire de gauche, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la reprise en main de l'outil de la politique monétaire qui est la Banque centrale. Il faut arracher la Banque centrale des mains de l'adversaire. Aujourd'hui, les banques centrales sont des instruments au service de l'adversaire, des marchés financiers, des forces du capitalisme international. Donc il faut les priver de cet instrument. Première chose, il faut affaiblir l'adversaire. Quand on se bat contre un adversaire, il faut l'affaiblir. Donc il faut l'affaiblir en lui retirant la politique monétaire, la Banque centrale, les instruments de la politique monétaire. Ensuite, il faut conduire une politique monétaire qui soit conforme aux objectifs socio-économiques qu'on se fixe. Si on se fixe le plein emploi, eh ben, il faut que l'objectif de la politique monétaire ne soit plus l'inflation, mais le plein emploi. Et que pour contribuer au plein emploi, la politique monétaire est nécessaire. Il faut une politique de taux d'intérêt favorable à l'investissement. Et Sam parlait de l'encadrement du crédit. Ben, dans la politique monétaire, il faut non seulement de l'encadrement du crédit, mais de la sélectivité du crédit. Voilà une politique monétaire de gauche. Il nous reste un quart d'heure, Jacques.